Bonjour à tous. Je commence par me présenter, Ali Hakim, actuaire en inventaire As2, plus maintenant dans le côté épargne. Au début, j'étais dans une entité plus spécialisée en santé prévoyance et c'est là où j'ai rédigé le mémoire qui va faire l'objet de ce webinaire. Comme le titre de la présentation le montre, on va présenter un sujet qui est la mesure et projection du taux de couverture ACR dans un cadre ORSA. C'est un cadre qui est plus simplifié, un peu par des modélisations aussi stochastiques, mais ça reste quand même simplifié. Du coup, on commence par une introduction, comme la directive Solvabilité 2 exige par rapport à la mise en place d'un système complet de gestion du risque. Du coup, les entreprises y sont amenées à élaborer un système complet de gestion de risque en utilisant la démarche ERM par les compagnies d'assurance. La démarche ERM, ça veut dire Enterprise Risk Management. Dans le cadre de ce projet-là, on va voir les aspects du pilier 2 avec ses aspects quantitatifs dans la gestion des risques. Du coup, pour plan de présentation, on va présenter dans un premier temps le cadre de l'étude. On va voir vite fait l'ORSA et la gestion des risques. Avant de continuer par la modélisation des risques de l'actif, on va suivre par la modélisation des risques du passif. Et enfin, on va voir le modèle simplifié pour le calcul et la projection du SCR. Du coup, dans ce cadre-là, c'est un cadre qui est simpliste. On va voir, par exemple, les risques supportés par l'entité où j'étais. C'était avant diversification. On va voir dans ce graphique qu'il y a deux plus gros risques qui sont le risque de marché et le risque de souscription santé qui présentent presque la totalité des risques supportés par l'entité. Du coup, ce mémoire, il va nous permettre de se pencher sur ces risques-là de souscription. Qui dit risque de souscription dit les risques de provisionnement et de tarification. Et pour les risques de marché, on va voir tout ce qui est risque de taux et risque des actions. Du coup, comme j'ai dit, pour les risques retenus dans le cadre de l'étude, pour le risque de marché, c'est le risque de taux et risque d'action qui représente 54% du SCR marché avant diversification et le risque de souscription. C'est un cadre qui est simpliste parce que nous avons pas pu modéliser un peu tout ce qui est risque immobilier et les risques de défaut qui sont un peu plus complexes à modéliser. Du coup, on s'est contenté pour ces risques-là de marché qui représentent presque la moitié du risque de marché. Alors pour l'ORSA et la gestion des risques, du coup pour l'ORSA, les assureurs ils doivent mettre en place un système de gestion de risque efficace qui leur permette de comprendre un peu leur stratégie et les processus et procédures d'information prudentielle afin de mesurer et contrôler et gérer le mieux le risque auquel ils sont exposés et auquel ils seront exposés. Du coup, ce système de gestion des risques doit être parfaitement intégré dans la structure organisationnelle et aux procédures de prise de décision en termes de board dans une assurance. Il faut bien qu'ils prennent en compte le processus sur ça afin de bien déterminer et élaborer les politiques des risques en tout ce qui est détermination de l'appétit pour risque, ainsi que les limites de risque.
Du coup, pour cette partie, on va commencer par la modélisation des risques de l'actif. En termes de tout ce qui est modélisation, on va voir un peu les risques de taux. Si quelqu'un ou bien quelques-uns d'entre vous connaissent le modèle paramétrique Nelson-Sigel, on va le présenter au premier temps et on va voir une extension qui est proposée par Diebold-Lee qui propose un modèle dynamique et on va finir par une proposition d'extension du modèle dynamique de Nelson-Sigel que j'ai eu l'idée de présenter dans ce mémoire et n'était pas dans les littératures. Du coup, on va voir par la suite cette extension-là. Alors, pour le modèle de Nelson-Sigel, la formule pour les taux, elle est devant vous. Là, les 4 paramètres du modèle sont les bêta 0, bêta 1, bêta 2 et lambda, avec bêta 0 qui représente le taux d'intérêt à long terme, le bêta 1 qui représente le spread entre le taux d'intérêt à long terme et court terme. Du coup, c'est lui qui présente un peu la pente de la courbe, avec le bêta 2 qui peut être vu comme la courbure de la structure à terme. Ça veut dire comment la courbe elle est faite. Ça veut dire la courbure, est-ce qu'elle est plus dans le court terme ou bien dans le long terme. Et pour le paramètre d'échelle qui est lambda, c'est un paramètre qui nous permet de voir un peu tout ce qui est dilatation et contraction dans l'échelle du temps. Malheureusement, ce modèle de Nelson-Sigel, il va pas nous permettre de faire des prévisions et ne va pas permettre de faire des projections pour les courbes de taux. Du coup, en alternatif, il y a le modèle de Diebold-Lee qui est un modèle dynamique proposé par une dynamique de Nelson-Sigel qui propose de modéliser les paramètres de Nelson-Sigel dans le temps avec des processus autorégressifs d'ordre 1. Alors, pour la calibration de ce modèle, dans ce cadre d'étude, on va se contenter des données qui sont issues du Comité national obligataire. Du coup, on va voir pour cette courbe-là, on représente les différents paramètres, le bêta 0, le bêta 1 et le bêta 2. Comme on voit dans la courbe, plutôt dans le graphique devant vous, il y a une forte corrélation entre le bêta 0 et le bêta 1. Ce qui nous incite à voir est-ce qu'on peut bien modéliser plutôt une variable en fonction de l'autre avec un modèle régression linéaire. Avec les études qui ont été faites, oui, on peut le faire, mais on va plutôt privilégier l'autorégressif, le modèle autorégressif d'ordre 1 qui est proposé par le modèle de Diebold-Lee. Du coup, pour voir la régression autorégressive du paramètre 0, bêta 0, pardon, du coup, on utilise une librairie qui est sur le logiciel R qui peut nous permettre de voir un peu la significativité du paramètre 0. On voit bien ici qu'elle est bien significative en regardant les 3 étoiles qu'on va voir tout à droite du premier graphique ou bien de la première figure. Du coup, et pour l'intercept et pour l'ordre 1, l'autorégressif d'ordre 1. Mais avant de s'assurer que le modèle est bien significatif, il faut quand même qu'on vérifie les résidus. Ces résidus, la propriété la plus importante
pour l'étude des résidus, c'est l'indépendance des résidus. Du coup, on a proposé le test de Box-Pierce qui a comme hypothèse nulle la dépendance des résidus. Et comme on voit là, la p-value de ce test, elle est bien au-dessus d'un seuil que souvent on présente par 5%. Du coup, cette p-value est largement plus supérieure de ce seuil. Du coup, ce qui va nous permettre de rejeter l'hypothèse nulle afin de bien vérifier l'indépendance des résidus. Aussi, on va voir aussi la présentation des modèles qui sont retenus pour le bêta 1 et le bêta 2. Comme on le regarde ici, il y a bien une intercept qui est peu significative pour les deux paramètres. Et si on se concentre sur le graphique du QQ-plot des résidus, pour les deux paramètres, on peut présenter le même en fait, parce que c'est pas très différent de l'un de l'autre pour tout ce qui est modélisation. Du coup, on va voir une courbure qui n'est pas linéaire, mais qui est plus hyperbolique, ce qui nous dit que la normalité des résidus n'est pas vérifiée, qui est une propriété à vérifier pour tout ce qui est modèle de régression. Mais quand même, on peut avoir une idée sur la loi de ces résidus. En fait, lorsque la courbure elle est hyperbolique, comme vous le voyez dans la figure ci-dessous, on a une idée sur la log normalité des résidus. Du coup, afin de bien modéliser les différents paramètres, à la place, il faut tenir les epsilon soit en log normal, soit en normal. Mais plutôt, on préfère de partir en normal que log normal. Là, c'est pour les modélisations de la courbe de taux, en fait, et on va voir maintenant l'extension de ce modèle de Diabandoli que j'ai proposé pendant ce mémoire-là. C'est que malheureusement, dans toutes les projections utilisant ce modèle-là, on suppose toujours que le paramètre d'échelle, c'est un paramètre qui est constant dans le temps. Et si on regarde dans cette figure-là, on remarque bien que ce paramètre n'est pas constant dans le temps, mais qui peut l'être pour un certain laps de temps. Ça veut dire pour 2 mois ou pour 3 mois, il peut être stable. Du coup, ce qui nous a poussé à réfléchir un peu sur la propriété markovienne de ce paramètre. Du coup, nous avons utilisé un test qui est disponible dans le logiciel R, qui nous dit si une série ou bien si une variable aléatoire elle est bien une chaîne de Markov ou pas. Donc, ce test nous a bien dit avec une p-value qui est supérieur à 5%, qui est le seuil de nos tests. On peut bien retenir l'hypothèse nulle, parce que dans les paramètres de ce test-là, ils nous disent bien si la p-value est supérieure à 5%, il faut bien retenir l'hypothèse nulle, ce qui n'est pas le cas pour les autres tests où on voit souvent si la p-value est supérieure, alors on rejette. Mais là, c'est plutôt le contraire. Sur ce test-là, on va accepter l'hypothèse nulle qui est bien que cette série est bien une chaîne de Markov. Pour voir un peu l'impact de cette hypothèse sur nos projections,
On va se proposer de voir un peu les deux courbes. La première courbe qui est faite pour projeter la courbe de taux au 31 mai 2018 en tenant en compte un lambda qui est fixe, qui est de l'ordre de 0,07. Du coup, tout ce qui est la courbe qui est en noir, c'est la courbe réelle qui est constatée au 31 mai 2018. Et la courbe verte, c'est la courbe moyenne des projections qu'on avait fait. Du coup, on regarde bien qu'il y a un peu d'écart entre ce qui est projeté et le réel, ce qui a été constaté dans les marchés. Par contre, lorsqu'on utilise l'hypothèse markovienne de ce lambda ou bien de ce paramètre d'échelle dans le temps, on voit bien que la courbe verte se rapproche de plus en plus de la courbe noire. Donc, ce qui nous rassure que cette propriété nous a bien été utile dans la projection et nous a bien été utile de telle sorte qu'on se rapproche de la réalité. Donc, ce qui est plutôt bien. Du coup, on a fini pour la modélisation de la courbe de taux. Maintenant, on avait dit qu'il y a la modélisation des courbes de taux et la modélisation des rendements des actions. Donc, maintenant, on va entamer la modélisation des rendements des actions ou bien le risque action. On se propose dans un premier temps de voir un peu le modèle de Merton, qui est un modèle stochastique avec des sauts. Les sauts, ils sont bien modélisés avec des processus de Poisson, qui est le NT, qui est dans la somme, et le U, qui est une variable aléatoire normale. Donc, pour bien paramétrer ou bien pour bien calibrer plutôt le modèle, on va utiliser les données sur l'Eurostoxx. Pourquoi nous avons utilisé l'Eurostoxx? Parce que le portefeuille de l'entité, il contenait bien beaucoup d'actions européennes. Du coup, on s'est dit plus il faut se contenter de l'Eurostoxx plus que le CAC 40, parce que le CAC 40, il représente que des entreprises françaises. Donc, au niveau européen, on va plus voir l'Eurostoxx. Nous avons calibré le modèle de Merton sur nos données, mais malheureusement, nous avons vu qu'il y a une divergence sur les estimations d'un de ces paramètres, le lambda, qui est l'intensité du processus poissonien, et le sigma, qui est l'écart type des sauts. Du coup, le modèle de Merton ne reflète pas la réalité de notre historique de données. Il ne peut pas être adapté pour le calibrage. Du coup, ça nous a incité de voir un deuxième modèle afin de capter l'hétérocédasticité et de bien projeter les rendements par cluster, parce que si on voit qui dit cluster dit la variabilité par rang ou par bloc. Du coup, si on regarde, par exemple, ce qui est encadré en vert, on a une volatilité qui est faible. Par contre, ce qui est encadré en rouge, il y a une volatilité qui est très importante. Du coup, il y a bien une hétérocédasticité, dans nos historiques. Du coup, ce qui nous permet de capter cette hétérocédasticité, c'est les processus Arch-Karch. Donc, on s'est proposé de modéliser cette hétérocédasticité par un processus d'Arch, et dans le but de détecter l'hétérocédasticité, on va analyser les autocorrélations partielles afin de voir aussi l'ordre
auquel on peut aller, ou bien l'ordre maximum où on peut aller pour modéliser cette hétérocédasticité. Dans ce graphe-là, on va voir que l'ordre maximal où on peut aller, c'est 3. Parce qu'il y a une bande et les trois autocorrélations partielles, c'est ceux qui sont au-delà de cette bande-là. Après des tests qui ont été faits, le troisième paramètre, il n'était pas retenu parce qu'il n'était pas assez significatif. Du coup, nous avons retenu un arche d'ordre 2. Du coup, ce qui va nous permettre de voir aussi les analyses des résidus aussi. L'indépendance est bien faite par le test de Box-Pierce ainsi que le QQ-plot. On voit bien ici dans la projection ou bien dans les simulations qui ont été faites, ce qui est en noir, c'est la courbe réelle des rendements. Et on voit bien que nos simulations, ils sont bien concentrés autour de cette courbe noire. Donc, on a plus de rouge dans cette partie avec une erreur donnée, mais on est bien encadré dans ce cas. Nous avons terminé sur la partie modélisation des actifs. Et comme on est sur un portefeuille de santé, le passif, il est présenté que par des PSAP, des engagements. Du coup, il y a plusieurs modèles ou bien plusieurs méthodes pour calculer les PSAP. Il y a la méthode déterministe qui est de Chainladder. Il y a la méthode de Bootstrap Chainladder qui est une méthode plus stochastique qui utilise les principes de Chainladder pour bien voir un peu le comportement aléatoire des provisions. Et on va finir pour cette partie du risque de passif par une méthode de projection des triangles de liquidation afin de voir un peu les prestations futures, parce que dans le modèle du SCR qu'on va utiliser, il faut bien capter aussi les prestations qu'on va donner aux assurés, et aussi les provisions, on va en avoir besoin stochastiquement. C'est pour ça qu'on a proposé une méthode de projection des triangles de liquidation qu'on va voir par la suite. Du coup, la méthode de Chainladder, je suppose que tout le monde la connaisse. C'est une méthode par facteur. Et sur les données que nous avions dans l'ancienne entité, on regarde bien que les facteurs de passage d'un mois à l'autre, pour info, la modélisation a été faite mois par mois, mais pas année par année. Du coup, nous avons un triangle de liquidation mois par mois sur 3 années. Donc, on a 36 on peut dire 36 passages. Donc, on regarde bien dans le petit graphique à gauche qu'on a bien, au bout de 5 mois, les coefficients, ils sont bien alignés vers 1. Ça veut dire que les prestations, ils sont bien liquidées avant 5 et 6 mois. La plupart plutôt des prestations, ils sont liquidées avant les 5-6 mois. Maintenant, si on revient, par exemple, les provisions qui ont été calculées avec la méthode des Chainladder, ils sont dans les environs de 31 millions. Par contre, si on utilise la méthode de Bootstrap, qui est une méthode stochastique, on va avoir une moyenne de 33 millions. Ce qui est bien capté.
plutôt la méthode de Bootstrap nous capte bien la variabilité des facteurs de passage, d'où la grande différence, parce que en fait il y avait un problème de gestion dans la boîte. Du coup, ce qui a amené à quand je dis gestion, c'est gestion des prestations. Donc, ce qui est un facteur qui est très important dans les triangles de liquidation. Maintenant, en utilisant la méthode de Bootstrap et on va voir la distribution des provisions, ça ressemble bien à une loi log normale. Et ce qui a été bien défini et bien testé avec le test de Kolmogorov-Smirnov. On a bien vérifié la log normalité des provisions. Du coup, on peut bien supposer que les provisions ils suivent une loi log normale. Maintenant, on va présenter la méthode qui a été proposée pour projeter les prestations. Du coup, si on suppose dans notre business plan, si on suppose que les cotisations ils vont évoluer de X% et les évolutions des ratios P sur C ils vont évoluer de Y%, du coup, on peut déduire l'évolution des prestations qui est le Z. Et ce Z, il va nous permettre de projeter les triangles de liquidation. Alors, supposons qu'on a, par exemple, un triangle de liquidation de départ qui est en mois. Alors, notre challenge, c'est d'avoir la partie et en orange et en vert. Pardon. Et en orange et en vert. Ça veut dire tout ce qui va être donné ou bien payé durant l'année prochaine, durant les 12 mois prochains. Parce que dans un cadre solvabilité 2, il faut bien faire les projections sur d'une année à l'autre. Ça veut dire année par année. Donc, cette méthode de projection des triangles, il va nous permettre et de savoir les prestations qui vont être données. Le Z% que nous avons présenté tout à l'heure, il va nous permettre de calibrer la partie orange. La partie orange, en fait, c'est les prestations qui vont être données dans le premier mois. Après, on va utiliser le détriangle du triangle initial qui va nous permettre de bien développer les prestations du premier mois. Donc, nous avons supposé que les prestations du premier mois, ils vont suivre une loi log normale en la calibrant avec les 12 mois derniers ou bien les prestations qui ont été constatées durant les 12 mois derniers de la date de projection. Du coup, je reviens sur ce slide-là. Les prestations qui ont été asservies en 2017, l'étude a été faite en 2018, mais nous avons dit qu'il faut bien projeter en se basant sur l'année dernière. Du coup, les 12 mois derniers. Du coup, la moyenne des prestations à servir durant les 12 prochains mois en utilisant la méthode de projection, on voit bien qu'on est bien à peu près dans la moyenne. On est à 223 millions 479, tandis que la prestation servie réellement en 2017, ils sont de l'ordre de 223 millions 441. Du coup, on va passer à la présentation du modèle simplifié qui est proposé par Monsieur Blanchet et Monsieur Guibert. Tout d'abord, il faut voir au début une présentation du bilan simplifié. Avec A, c'est l'actif, E, c'est les fonds propres et le L, c'est les liabilities. Du coup, c'est notre passif, plutôt c'est nos engagements, c'est les provisions. Du coup, on suppose que on va faire évoluer l'actif de la sorte suivante. Ça veut dire l'actif de l'année prochaine, il va être l'actif d'aujourd'hui multiplié par un rendement.
Du coup, il faut bien modéliser le rendement et on l'avait bien modélisé dans les parties antérieures en modélisant l'actif, en modélisant la courbe de taux et le rendement des actions. Et il faut bien aussi qu'on modélise les prestations, les F, à laquelle on va diminuer le F. Le F, c'est des prestations. Et le C, et on va rajouter les cotisations qui seront perçues à l'année, dans l'année T plus 1. Du coup, le passif, on va présenter les provisions par nos best estimates plus le risk margin. Le risk margin, on va supposer avec la méthode cost of capital. Du coup, c'est les 6% du SCR. Et ce qui va nous rester, ou bien la différence entre notre actif et le passif, ça va nous donner nos fonds propres. La méthode, en fait, ça consiste à avoir une formule explicite du SCR en se basant sur le modèle simplifié ou bien le bilan simplifié. Et on va voir, il faut, dans la formule, on va bien avoir besoin de la duration de notre passif. On est dans un portefeuille santé, du coup, c'est dans les environs de une année à une année et demie. Le alpha, il est bien, on a dit, c'est le alpha du cost of capital, c'est le 6%. Du coup, le FT, on a dit qu'on a bien modélisé les prestations qu'on va donner. Et le BE, on a bien modélisé aussi les provisions avec la méthode du bootstrap. Et les cotisations, on va supposer qu'ils vont suivre une log normale. Du coup, le rendement a été projeté en utilisant les dernières méthodes. On a fait l'hypothèse que l'immobilier, il va être déterministe. On va avoir que des OAT parce que nous ne pouvons pas, ou bien nous ne pouvions pas modéliser le risque du spread pour aussi modéliser les OTF. Et pour la partie participation et les actions non cotées, on va supposer aussi qu'ils sont de l'ordre déterministe, avec un taux qui est figé. Du coup, en utilisant toutes ces hypothèses, on peut modéliser le rendement qui nous donne une moyenne de environ de 1,35%. Pour les prestations, nous avons bien modélisé avec la projection de la courbe, des triangles de liquidation. Donc, on peut bien avoir la projection des prestations. Et pour les cotisations, on va supposer, comme je l'avais évoqué, on va supposer que c'est que ça suit une loi log normale. Du coup, bien sûr avec le taux d'évolution qu'on va avoir du business plan. Parce que le business plan, c'est un outil aussi, ou bien c'est un outil primordial pour bien voir son business en voyant avec les commerciaux. On va voir aussi avec la gestion qu'est-ce que ça donne en termes de gestion. Est-ce qu'on est en retard ou pas? Donc, il faut bien le calibrer en termes pour savoir et le P sur C et les cotisations et les prestations ici. Donc, ça nous aide vraiment à faire les projections. Donc, pour les provisions techniques, le BE, on va utiliser les courbes de taux qui sont modélisées ou bien qui sont modélisées auparavant et aussi les provisions issues des méthodes de Bootstrap Chainladder. Et ça nous montre des courbes qui sont assez log normales aussi, donc ça nous rassure. Donc le comportement de notre portefeuille n'a pas été aussi éparpillé ou aussi exogène. Du coup, ça nous rassure en termes de ces courbes. On voit bien qu'elles tiennent bien une bonne allure. Du coup, en utilisant la formule du SCR qui est explicite, en utilisant le bilan simplifié, on peut bien calculer le SCR avec une var. On dispose de toutes les variables. Donc, Donc, on peut bien modéliser cette variable de SCR d'une façon explicite.
On regarde bien avec le mesure de l'écart on va voir un peu la mesure de l'écart avec la formule standard parce que dans l'entité, on utilisait que de la formule standard pour calculer nos exigences en capital. Du coup, ce mémoire nous a permis de voir aussi si on utilise un petit modèle interne partiel qui est concentré que sur les risques auxquels on est le plus exposé, ce qui est le risque de marché et le risque de souscription. Est-ce qu'on va bien refléter ce que la formule standard nous dit? Est-ce qu'on est loin ou pas? Donc, cette méthode va nous permettre de voir où on est par rapport à la formule standard. Donc, on a une moyenne de 108 millions d'euros en ACR. Le capitaux requis, issu de la formule standard que pour les risques modélisés, nous avons sans diversification bien sûr. Malheureusement, on n'a pas pu faire la diversification dans ce mémoire et ça pourrait être un développement envisageable dans la suite pour des personnes qui souhaitent encadrer des mémoires ou faire des mémoires. Donc on voit bien qu'on a une moyenne on a le SCR de 98 millions et on avait calculé une moyenne de 108 millions. Donc, on a bien un très grand écart entre ce qui est calculé par notre formule explicite et la formule standard. Donc, en fait, ce que nous n'avons pas tenu en compte dans tout ce que je vous ai raconté, c'est la réassurance, qui est un très grand paramètre qui nous permet de bien alléger nos risques et de bien supporter nos risques. Du coup, avec la prise en compte de la réassurance, on va voir que avec la formule explicite, on calcule bien une moyenne de 91 millions. Du coup, la formule standard, elle est très bien, on peut dire, elle est très bien adaptée et très prudente. Mais si on veut bien économiser et si on arrive à voir et si on arrive à nous faire valider le modèle par la CPR, on peut bien avoir un ACR qui est bien en dessous de ce que nous a calculé la formule standard avec à peu près de 6 millions. Donc, on aura gagné 6 millions en fonds propres. Du coup, dans un cadre hors ça, qu'est-ce qui va dans quoi on aura besoin, c'est de la projection de SCR pendant 5 ans de projection. Donc, la méthode qu'on vient de voir pour calculer pour une année, on va la faire pour la calculer pour une projection sur 5 ans, sur 10 ans, sur 4 ans. Donc, ça va dépendre de chaque entité et son business plan, qu'est-ce qu'il propose. Donc, on peut calculer le taux de couverture qui n'est rien que les fonds propres sur nos SCR qui est calculé. Et on peut bien projeter nos SCR sur l'horizon donné par le business plan. Donc, cette méthode aussi, elle peut nous permettre aussi de mesurer l'incertitude du taux de couverture pour bien voir aussi l'appétit au risque. Est-ce qu'on est bien géré? Est-ce que les risques, est-ce qu'ils sont bien gérés? Est-ce qu'il faut pas donner plus d'attention à certains risques que d'autres? Du coup, ce SCR ou bien cette méthode de calcul, elle peut nous donner une vision. Du coup, ces graphiques qui sont devant vous, c'est des VAR à 0,5. Ça veut dire, pour un appétit au risque, on va dire que le comité de risque, ils nous disent il faut pas que nous dépassons, par exemple, ou bien qu'il faut pas qu'on soit en dessous d'un certain taux de couverture, 160, 200. Du coup, cette méthodologie de projection, elle peut nous donner une idée sur le quantile
sur le quantile qu'on ne peut pas dépasser à 95%. Du coup, ça nous donne une idée pour déterminer ce seuil de couverture ou bien ce seuil de risque. Pour conclure, je vous propose de voir aussi les différents contextes que nous n'avons pas pu modéliser, qui peuvent être amenés dans des prochains mémoires, pourquoi pas. C'est la non prise en compte de l'exhaustivité des risques, bien sûr, qui peuvent être intégrés via la formule standard. Qui dit les autres risques, c'est tout ce qui est risque immobilier, risque de défaut, risque de contrepartie et plein d'autres risques qui n'ont été pas tenus en compte dans ce mémoire, qui peuvent faire bien une évolution de ce projet. Aussi la non-exhaustivité du bilan économique qui est bien la non-exhaustivité du bilan économique qui ne tient pas en compte des impôts différés aussi, qu'il faut bien tenir en compte. Mais l'outil peut être déployé pour mesurer l'impact des choix de gestion sur le niveau de capital, comme je viens de dire, sur le seuil qu'il ne faut pas qu'on dépasse pour tout ce qui est appétit au risque. Et l'outil il peut nous aider aussi, ou bien aider les instances de direction de se prémunir du risque d'illiquidité en ayant une vision sur les prestations qu'on va donner et une moyenne comme une VAR ou bien un quantile. On peut bien le déterminer en utilisant cet outil. Je vous remercie pour votre participation et je vous donne la parole en termes de questions si vous en avez. Yann Chen qui nous dit, qui pose une question. Vous avez parlé d'un taux Z dépendant du taux d'évolution de cotisation et de prestation dans la méthode du triangle de liquidation. Est-ce que ces deux taux sont obtenus sur les données historiques? Ils peuvent être, oui Yann, ils peuvent être obtenus sur les données historiques, mais on peut plus se pencher vers le business plan. Les deux taux, il faut bien les prendre du business plan, parce que le business plan, il détaille bien l'évolution des cotisations dans les années qui suivent et aussi les cotisations et aussi l'évolution du P sur C. Mais bien sûr, ça dépend de chaque entité, comment elle fait son business plan. Est-ce qu'en se basant sur des données historiques, est-ce que c'est au pif? Est-ce que c'est donc ça dépend de chaque entité. Du coup, si vous n'avez pas de questions, d'autres questions, je vous remercie pour votre participation et j'espère que cette présentation vous a été utile dans votre vie quotidienne et ça pourrait l'être. Bonne soirée à vous.